propose de poursuivre. Est-ce que Monsieur Assal est arrivé? Ah, le voilà. Alors, on précise que cet après-midi, on a fait un... Bonjour Monsieur Assal. Bonjour. Bonjour. On a, comme Alice l'a présenté, fait le choix de présenter plusieurs méthodologies, plusieurs projets pilotes avec un éclairage du CTFL, voilà, pour alimenter la réflexion. Comme on disait, il y a eu 18 porteurs de projets dans l'expérimentation, donc c'est techniquement pas possible de faire intervenir tout le monde, mais on a retenu quelques présentations phares pour éclairer les membres de la Oui, filière. voilà, ce sont les 2 méthodologies qui sont ressorties et qui ont été comparées aussi dans plusieurs rapports. Donc, merci beaucoup, Monsieur Assal, de nous avoir rejoints. Donc, je crois que c'est vous qui avez votre présentation de votre côté. Oui. OK. Et du coup, je vous laisse peut-être vous présenter et puis partager, si vous voulez, partager la présentation. Très bien. J'y vais. Je fais la manip. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok, très bien. Donc bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Shafik Azal. Je suis le cofondateur d'un bureau d'études en environnement qui s'appelle Eco2 Initiative et que j'ai cofondé il y a 15 ans maintenant. Et notre métier, c'est de travailler sur l'évaluation des impacts environnementaux, des activités humaines. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur les questions d'énergie et de climat. Et depuis 10 ans, on travaille sur un secteur particulier qui est celui de l'alimentation. Il se trouve qu'on a développé un certain nombre de travaux, d'outils et de projets autour de l'impact environnemental de l'alimentation. Et l'EcoScore dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu une synthèse de tous ces travaux. Moi, ça fait 10 ans que je suis un peu les histoires d'affichage environnemental et que je travaille là-dessus. Et en fait, l'EcoScore est un peu l'aboutissement et aussi le constat qu'on a fait sur le fait que l'affichage environnemental n'avançait pas suffisamment et n'arrivait pas à se mettre en place dans le domaine alimentaire en France, ailleurs également, mais en France notamment. Et donc, c'est comme ça qu'est né un peu l'EcoScore comme une proposition et une solution pour aider un peu à faire avancer ce sujet. Donc voilà un peu pour une brève présentation. Et donc je vais entamer tout de suite la présentation autour de l'EcoScore qui vous intéresse. Bien. Est-ce que vous voyez défiler les diapositives? C'est bon? Ça fonctionne, oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, très rapidement, déjà, pour commencer, qu'est-ce que l'EcoScore de manière succincte? Donc, c'est un indicateur de l'impact de l'alimentation sur l'environnement, tout simplement, avec quelque chose de très simple. C'est une note de A à E avec le code couleur du vert au rouge, qui est compréhensible pour le consommateur, exactement comme l'est le Nutri-Score. On avait l'habitude de dire c'est un peu le Nutri-Score pour l'environnement, cet EcoScore. C'est une note fondée scientifiquement, donc qui répond, donc je vais en parler un peu plus dans la suite de ma présentation, mais il y a tout un socle scientifique derrière la méthodologie de l'EcoScore. Et elle répond également aux enjeux environnementaux, c'est très important. Le but n'est pas de faire uniquement un affichage environnemental uniquement pour le plaisir de la science. Il faut aussi répondre aux enjeux qui sont face à nous et qui sont énormes, et notamment en termes d'alimentation durable. Donc c'est un peu le mélange de ces deux aspects. Et l'EcoScore peut s'appliquer à tout ce qu'on mange, que ce soit des produits industriels, donc on retrouve qu'on peut acheter au magasin ou des produits bruts, mais également aux plats préparés, notamment en restauration, ou même sur des recettes que vous pouvez trouver sur des sites internet par exemple ou dans des livres. Donc on a vraiment deux méthodologies adaptées à ces deux typologies d'aliments. Alors qui est derrière l'EcoScore? L'EcoScore, c'est un collectif d'acteurs privés
mais qui sont indépendants chacun, qui ne sont reliés ni à un syndicat, ni à un business particulier, et qui ont la particularité d'être engagés pour une alimentation durable. Vous connaissez un certain nombre de ces acteurs. Il y a notamment toutes les applications de consommateurs, donc Yuka, Open Food Facts, ScanUp ou Frigo Magique, qui sont vraiment des applications qui ont pour but de sensibiliser et informer le consommateur sur ce qu'il mange. Et puis quelques acteurs professionnels de l'alimentation, donc La Fourche, qui est un distributeur de produits bio, Food Cherry ou Season, qui est un traiteur de livraison de plats à domicile, ou encore le site de recettes Marmiton. Donc c'est un peu ce consortium qui a mis en commun un peu ses forces et sa motivation pour dire on va sortir quelque chose qui réponde aux enjeux de l'affichage environnemental en tant que collectif, et aussi pour pouvoir montrer comment ça marche et le côté opérationnel de l'EcoScore. C'est très important, ce côté opérationnel, je vais en reparler aussi tout au long de ma présentation. Alors pourquoi cet EcoScore? Déjà, il y a un but pédagogique. C'est vraiment l'idée de sensibiliser le consommateur à l'impact de son alimentation. Mais c'est aussi un outil de changement. L'idée, c'est d'apporter des informations qui permettent un changement dans l'offre, donc du côté de l'offre, et de la demande d'influencer ou d'informer pour amener le consommateur à faire des choix qui l'amènent vers une alimentation avec un impact moins élevé sur l'environnement et une alimentation plus durable. L'idée et le principe de base de l'EcoScore, c'est que c'est quelque chose qui doit être fait à grande échelle. Et pour cela, notre méthodologie est totalement transparente, elle est disponible, tout est écrit, tout est documenté, vous avez des outils de simulation, n'importe qui peut la regarder, la critiquer, la tester. Donc ça, c'est très important. Si on veut qu'elle se développe à grande échelle, il faut que cette transparence soit faite. Il ne faut pas que ce soit une boîte noire. Et donc, elle est ouverte à tous les acteurs qui souhaitent l'implémenter. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. J'en parlerai après sur les conditions d'implémentation, mais tout acteur qui souhaite calculer l'EcoScore et l'afficher peut le faire de manière assez légère et simple. Et ensuite, l'EcoScore est aussi une contribution au débat et aux réflexions pour aboutir à un affichage généralisé. On ne se positionne pas comme un outil qui veut s'imposer aux autres, mais c'est un outil qui apporte sa pierre à l'édifice. Et l'idée, c'est qu'on aboutisse à un affichage qui soit officiel, comme ce sera, j'espère, le cas suite à l'expérimentation menée par le gouvernement. Donc l'EcoScore existe depuis 1 an. On l'a lancé il y a 1 an et on a travaillé dessus depuis 2 ans maintenant. Et il arrive dans le contexte où effectivement l'affichage environnemental est de plus en plus une demande forte, alors que ce soit au travers de la Convention citoyenne pour le climat, la loi AGEC sur l'économie circulaire et la dernière loi climat et résilience. Donc tous ces travaux et ces réglementations ont en leur sein une demande pour un affichage environnemental. Alors pas que sur l'alimentation, mais en tout cas l'alimentation est dedans. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que l'expérimentation lancée en février 2020 a été lancée par le ministère de la Transition écologique pour travailler sur harmoniser l'affichage environnemental. Donc ça, c'est les travaux qui sont encore en cours. Mais en tout cas, on est arrivé dans ce contexte-là. Voilà un petit peu pour une rapide introduction. Je vais rentrer maintenant un peu dans l'explication de ce que c'est que cet EcoScore, parce que je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et sachez tout de suite qu'il y a un site internet, vous voyez l'adresse qui s'affiche là-dessus, mais qu'on peut facilement trouver, où toute la méthodologie est expliquée en détail et est disponible. De manière simple, encore, j'essaie d'être le plus pédagogique possible pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais évidemment c'est un peu plus complexe, il faut se plonger dedans. Mais de manière simple, l'EcoScore est basé sur 2 socles. Le premier socle que vous voyez à gauche, c'est l'ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie du produit. C'est ce qu'on appelle communément l'analyse de cycle de vie.
C'est basé sur les données de la base de données Agribalise, donc qui est la base de données officielle française gérée par l'ADEME et qui est également en open source et qui est disponible pour tout le monde. Et donc les produits ont tout d'abord un score ACV. Ce score est transformé sur une note sur 100 à laquelle on vient rajouter de notre côté un certain nombre de bonus-malus, donc des points, donc en moins ou en plus, qui viennent compléter cet ACV sur les aspects sur lesquels on manque, l'ACV manque éventuellement de quantifier ou d'évaluer un certain nombre d'impacts environnementaux. Et donc ces critères qualitatifs, je vais y revenir là aussi, on va y trouver par exemple la recyclabilité des emballages, la valorisation de la production agroécologique, biologique, à travers les labels, tous les labels officiels de qualité environnementale, et donc notamment le label bio. Ensuite, l'origine et la provenance des ingrédients des produits, donc en prenant en compte d'un côté la part de transport, mais surtout également les politiques environnementales qui ont lieu dans ces pays, puisque vous savez qu'il y a des pays qui ont des réglementations plus strictes que d'autres sur l'environnement, et c'est souvent quelque chose qui est oublié, qui n'est pas pris en compte dans l'ACV, et donc nous, dans l'EcoScore, c'est quelque chose qu'on valorise. Donc plus vous avez un pays avec une réglementation stricte en termes environnementaux, plus vous avez des garanties sur la qualité environnementale des produits, et donc les produits bénéficient de bonus dans ce cas-là. Et enfin, la saisonnalité des aliments qui va s'appliquer plus sur la méthodologie des recettes, donc des produits frais. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez le score sur 100 de l'ACV auquel viennent s'ajouter ces points bonus-malus. Et à la fin, vous avez une note finale sur 100 qui vous donne l'éco-score et donc les valeurs de A à E. C'est tout simplement, vous avez A si vous avez entre 80 et 100 sur 100, entre 60 et 80 vous avez B, entre 0 et 20 vous avez E. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je rentre un petit peu plus dans l'explication aussi à quoi servent ces bonus. J'ai commencé à le dire, mais c'est important de bien le noter. L'ACV ne capte pas correctement un certain nombre d'aspects. Donc ça, c'est des sujets qui sont débattus depuis maintenant 1 an dans le cadre de l'expérimentation. Et notamment la prise en compte des bénéfices environnementaux, notamment par exemple du bio, mais aussi des agricultures, on va dire, responsables, en ce qui concerne l'utilisation des pesticides, en ce qui concerne les pratiques environnementales par rapport à la biodiversité. Mais aussi, il y a des co-bénéfices, alors qui ne sont pas environnementaux, mais qui sont valorisés dans ces labels, le bien-être animal, la santé humaine, etc. Donc en fait, les bonus pour les labels permettent quelque part de prendre en compte tous ces bénéfices environnementaux qui ne sont pas captés par l'ACV. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, sur les origines, j'en ai déjà parlé. Et sur la recyclabilité des emballages, typiquement, dans une ACV, vous allez avoir l'impact de la fabrication de l'emballage, éventuellement sa fin de vie, mais sa recyclabilité même n'est pas bien captée dans l'ACV. Et la recyclabilité, ça veut dire, est-ce que le matériau est effectivement recyclable en fin de vie, mais aussi quel est son taux réel de recyclage selon le pays. Donc si vous êtes dans un pays qui fait très peu de tri et très peu de recyclage, vous avez beau avoir un emballage recyclable, en fait l'emballage finira dans les ordures ménagères et donc ne sera pas valorisé. Donc on vient un peu corriger ces éléments-là avec ce système dans l'EcoScore. Alors quelques exemples pour illustrer, j'ai pris un exemple sur les œufs. Donc vous voyez ici des différenciations, donc là les œufs sont scorés et ils n'ont pas les mêmes éco-scores à la fin selon leurs caractéristiques. Donc un œuf en cage conventionnel va obtenir une note de C. S'il est bio et importé de l'extérieur de l'Union européenne, il arrive à B, mais un B avec une note moindre que s'il était label rouge et français. Et la meilleure note est donnée à l'œuf bio et français. Donc il va cumuler en fait l'ensemble des bonus de l'EcoScore et obtenir une note de A. Donc on peut passer d'un œuf qui est à C à A selon ses caractéristiques. On voit bien comment on peut différencier les produits comme ça et donner un signal aussi bien aux consommateurs qu'au marché, à l'offre là-dessus.
Un autre exemple sur le riz, c'est un peu la même idée. Alors là, on est sur du végétal, donc on est dans des notes plutôt pas trop mauvaises. Sur les viandes, on aurait plus de variations. Mais le riz indien arrive à un B. S'il est bio, il a un meilleur B. S'il est français, il est en A. Et s'il est bio et français, là, il a le maximum de 100 points dans l'éco-score. Donc voilà, c'est deux exemples un peu pour illustrer. Mais vous avez ça sur l'ensemble des produits qui vont avoir la même ACV au départ, mais qu'on va différencier grâce au bonus-malus. Si on veut afficher l'éco-score, comment ça se passe? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un petit peu il n'y avait pas de barrière à l'entrée, n'importe qui pouvait afficher l'éco-score, mais il y a quand même des règles à respecter, ne serait-ce que pour la légitimité et la solidité de la méthodologie. Donc, le logo, l'utilisation du logo est soumise à un règlement d'usage, un peu comme le Nutri-Score d'ailleurs. Il y a une procédure d'enregistrement. Il faut s'engager à appliquer la méthodologie de l'éco-score. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la méthodologie, qu'on soit transparent sur les calculs, ça c'est très important, et informer le collectif qui est garant un peu de l'affichage environnemental de l'éco-score sur sa volonté de le communiquer et d'utiliser l'éco-score, et le collectif va vérifier les calculs avant de donner l'accord pour l'utilisation de l'affichage. Mais au-delà de ces règles-là, il n'y a pas de barrière. N'importe qui peut calculer son éco-score gratuitement et l'afficher gratuitement. Il n'y a pas de... Voilà, il peut le faire lui-même, il peut se faire aider évidemment, mais il peut le faire lui-même à moindre coût. Aujourd'hui, on en est avec l'éco-score, donc je pense que ça c'est intéressant à voir pour vous également. Donc l'éco-score est une réalité. Enfin, ça fait maintenant 1 an que l'éco-score est en place sur un certain nombre de sites et d'outils et chez un certain nombre d'acteurs. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc Yuka, l'application bien connue. Donc aujourd'hui, il y a presque 70 000 produits qui ont un éco-score dans Yuka avec des informations complémentaires. Donc on a la note de A à E qui s'affiche, mais on a également un détail des informations sur la production, l'origine, les emballages, etc. Et le consommateur a la possibilité lui-même de caractériser, le consommateur ou d'ailleurs les marques peuvent eux-mêmes renseigner un certain nombre d'informations pour compléter l'évaluation de l'éco-score. Open Food Facts, pareil, donc là on a près de 300 000 produits qui sont scorés dans la base de données Open Food Facts avec tout le détail des calculs qui est affiché. Une fois de plus, la transparence. L'application ScanUp qui a scoré 350 000 produits également, qui travaille beaucoup avec la distribution et les marques. Du côté restauration, on a l'entreprise Food Cherry donc, qui affiche l'éco-score sur son site de commande en ligne, sur son application mobile, mais également sur les étiquettes qui sont apposées sur les plats qui sont livrés, notamment les plats emballés de sa marque Food Cherry ou Season. Autre exemple dans la restauration, le groupe Elior a également intégré l'éco-score et a déjà fait une expérimentation dans 3 restaurants avec l'affichage de l'éco-score pour les convives sur les plats du jour. Donc c'est une prouesse technique puisque ces calculs sont faits tous les jours, puisque les plats, les menus changent tous les jours. Et donc, l'intégration s'est faite dans la base de données et elle s'affiche automatiquement dans tous les restaurants Elior qui le souhaitent et qui peuvent l'imprimer et l'afficher à leurs convives. Ensuite, vous avez le site de La Fourche, donc, qui est un distributeur d'épicerie bio. Donc là, c'est affiché sur le site. Et également, La Fourche a créé sa marque propre. Ils ont aujourd'hui plusieurs dizaines de produits en marque propre. Et donc, l'éco-score s'affiche également sur le packaging de ces produits. On est sorti de la France également, puisqu'on a des distributeurs maintenant en Europe qui affichent l'éco-score. Donc, le premier d'entre eux, c'est Colruyt en Belgique. Donc, c'est un des principaux distributeurs belges. Et Colruyt a été un des premiers à être séduits par l'approche de l'éco-score. Et ils ont calculé l'éco-score sur 5000 produits de leur marque Bonnie.
Et donc aujourd'hui, cet éco-score est affiché sur leur application, sur leur site internet et également sur plusieurs produits sur le packaging directement. Donc ça, c'est en Belgique. En France, Carrefour a rejoint l'aventure également à mi-parcours, et aujourd'hui, il y a 25 000 produits sur le site carrefour.fr qui ont un éco-score qui est calculé et affiché. Le groupe Lidl, donc là c'est à l'international, donc Lidl en Allemagne a entamé une expérimentation de l'éco-score en magasin, donc dans plus de 200 magasins à Berlin, et ensuite a étendu cette expérimentation en Belgique, au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas. Donc c'est des expérimentations qui sont en cours, donc il y a un affichage de l'éco-score sur un certain nombre de produits directement en magasin. Et puis très récemment, depuis une semaine, Intermarché affiche l'éco-score sur 19 000 produits dans son application mobile Intermarché. Donc encore un distributeur qui rejoint l'aventure. Le site Marmiton, comme je le disais, donc Marmiton, c'est 70 000 recettes, c'est énorme. Donc il y a 70 000 recettes de plats dont l'éco-score est calculé sur le site de Marmiton. Et donc ça fait une formidable base de données également de produits alimentaires pour lesquels ces calculs sont réalisés. D'autres types d'acteurs qui travaillent avec les... Alors là, pour le coup, c'est des plateformes qui travaillent avec les marques et les distributeurs. Donc là, on a la plateforme Alchemix qui fournit des données sur les produits alimentaires, donc qui sert de pont entre les marques et les sites qui veulent afficher ces données ou qui ont d'autres utilisations. Et Alchemix a intégré les champs pour pouvoir renseigner les données de l'éco-score et permettre le calcul de l'éco-score. Donc là, vous voyez l'exemple sur une pâte à tartiner Michel Augustin. En fait, c'est pas que le score s'est amélioré. Enfin, le score s'est amélioré parce que les données ont été complétées. Donc, grâce à Alchemix. Et donc, pour finir, quelques chiffres clés. Donc, entre les applications de consommateurs, il y a à peu près 350 000 produits scorés. Carrefour, Intermarché, j'en ai parlé, Colruyt et Marmiton, et enfin Elior, aujourd'hui c'est 30 000 plats qui sont scorés. Donc on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel qui fonctionne, et aujourd'hui cet affichage est disponible pour tous les consommateurs qui utilisent ces outils ou qui vont sur ces sites. Pour terminer, parce que j'imagine que vous aurez beaucoup de questions, pour synthétiser un peu pourquoi l'éco-score et en quoi est-ce que l'éco-score apporte quelque chose de positif. Donc tout d'abord, l'éco-score est basé sur un consensus scientifique international, donc la méthode de l'analyse de cycle de vie, et européen au travers des méthodologies IPEF, pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire que l'éco-score est quelque chose de compatible avec demain un affichage environnemental qui pourrait se développer à l'international. Donc ça, c'est très important, il me semble, pour ne pas rester uniquement sur une approche franco-française. Néanmoins, l'éco-score corrige également les biais ou les manques de l'ACV sur tout ce qui concerne la biodiversité, les pesticides, les emballages, les espèces menacées, etc., comme je vous l'ai indiqué au début. Ensuite, très important, la méthodologie est transparente et ouverte. Donc tout le monde peut la tester une fois de plus. Je me répète là-dessus, mais je pense que c'est la seule méthode aujourd'hui existante sur laquelle vous avez accès à toute la manière dont elle est calculée, évaluée, etc. Donc voilà. Et puis l'autre point très important, c'est une approche opérationnelle. On n'est pas dans quelque chose de... Et c'est ce qui manquait à l'affichage environnemental jusqu'à maintenant. On restait sur des choses très scientifiques, très complexes. L'ACV notamment, quand on veut utiliser des données primaires, quelque chose de très complexe à mettre en place et très coûteux. Et en fait, on a réussi à résoudre un peu ces problèmes et à apporter quelque chose de très pragmatique et d'opérationnel qui puisse être réalisé à grande échelle, dont le coût d'implémentation est très faible. Et donc, c'est pour ça que vous avez des centaines de milliers de produits aujourd'hui dont l'éco-score a pu être évalué et en même temps dont on peut calculer et vérifier la validité, même si on est de l'extérieur.
Donc aujourd'hui, c'est une approche qui est plébiscitée par un certain nombre d'acteurs en France, mais aussi en dehors. Et puis enfin, l'éco-score, comme je le disais au début, répond à des enjeux importants. Il faudrait aller plus loin pour vous montrer plein d'exemples, mais en fait, l'éco-score valorise les produits à plus forte valeur ajoutée environnementale et donc donne des signaux très forts pour une alimentation durable. Et pour résumer ces signaux, l'éco-score va valoriser plus les produits végétaux. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a une nécessité absolue d'aller vers une alimentation avec moins de produits carnés, moins de produits animaux, de meilleure qualité évidemment, mais moins. Il faut qu'on mange plus de produits végétaux. Et en même temps, on doit manger plus de produits qui sont réalisés par une agriculture ou un élevage de qualité qui préserve l'environnement. Donc l'éco-score va valoriser les produits bio et les produits qui sont produits de manière responsable. Il va valoriser également les produits, alors locaux, en réalité c'est nationaux, mais pour privilégier également des productions nationales, et ce qui correspond également à une attente forte de la société. Et puis moins d'emballage, autre également enjeu très important, notamment sur les emballages plastiques, les emballages jetables. C'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui crée des déchets par millions de tonnes, et donc il est vraiment très important d'aller vers moins d'emballages et puis des emballages plus respectueux de l'environnement. Donc voilà un peu les grandes idées de ce que permet l'éco-score et de ses atouts. Voilà, et comme je vous le disais, vous pouvez aller voir la méthodologie en détail sur le site internet. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation et donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier, c'est pour poser une question ou tu voulais intervenir Non, ça sera les questions, mais je laisse volontiers les personnes qui, autour de la qui d'abord s'exprimer sur les questions. Ok, ça marche. Je vais reprendre les questions déjà qui sont apparues dans le chat. Il y avait une question sur la date d'obligation de l'affichage, mais j'ai vu, Olivier, que tu avais répondu en disant que le principe d'un affichage obligatoire est normalement à l'issue sera mis en place à l'issue d'une période d'expérimentation, au plus tard d'ici 5 ans. Donc, mais a priori, d'après ce qu'on a entendu sur le secteur alimentaire, voilà, le 5 ans est pour tous les produits. Pour les produits alimentaires, on a quand même un focus. Je crois que le textile aussi est ciblé dans la loi. Donc on voit bien que l'expérimentation, là, les choses peuvent aller très vite. Mais tant que toutes les méthodologies sont pas actées et sorties avec les textes d'application, on est encore dans cette phase expérimentale. Quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser l'éco-score et y aura-t-il un coût pour les utilisateurs? Je pense que vous y avez répondu. Oui, tout à fait. Alors, donc Paul nous dit « Je ne suis pas sûr de comprendre sur quoi sont basés les bonus environnementaux du bio ». Oui, alors, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis rentré dans le détail. En fait, on l'explique plus dans la méthodologie, mais une des sources sur lesquelles on s'est basé est une étude réalisée par l'ITAB, dont la source est sur le site, il est difficile de quantifier en fait les bénéfices environnementaux du bio de manière quantifiée, mais on sait qu'ils sont là, et cette étude a montré que sur tout un ensemble de paramètres, l'agriculture biologique va apporter un bénéfice environnemental par rapport à une agriculture conventionnelle. Donc on s'est basé sur ces données-là. L'état de l'art de la science là-dessus, pour l'instant, est encore en cours, donc il est très difficile de chiffrer ça. Donc en fait, au final, c'est une décision quelque part politique qui doit être menée sur comment et à combien on valorise le bio. Nous, on a fait le choix de dire aujourd'hui un produit bio doit au moins avoir une note supérieure à un produit conventionnel, et donc on a évalué les bonus en fonction de ce critère-là. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas de
il n'existe pas dans l'état de l'art de la science une manière de quantifier autrement ces bénéfices environnementaux. Je me permets spontanément de réagir et je pense que la plupart de mes collègues présents autour de la table vont partager. Vous avez au moins l'honnêteté d'admettre que c'est une décision politique, hein, parce qu'effectivement, une étude qui est faite par l'ITAB, ça pose quand même beaucoup de questions en termes de fiabilité et d'orientation de l'étude. Je me doutais bien que l'ITAB n'allait pas sortir une étude et l'utiliser pour un tel sujet si elle montrait que le bio était plus polluant que le conventionnel. Donc j'avoue qu'attribuer un bonus spécifique au bio, sans preuve scientifique de son impact et juste pour des raisons politiques, c'est quand même très interrogeant sur l'intérêt et la pertinence scientifique d'un tel outil. Autant l'ACV est indiscutable et a ce mérite-là, le fait d'attribuer des bonus sur la base du bio parce qu'on sait que c'est mieux, je suis désolé, mais moi, étant scientifique, ce genre d'argument, ça passe pas du tout. On sait que il sert à justifier plein de choses. Vous avez une manière très particulière d'interpréter ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est votre opinion. Je vous invite juste à lire le rapport du conseil scientifique sur l'expérimentation. Je comprends que vous puissiez douter de la parole de l'ITAB, mais bon, ça, c'est à la limite, je peux rien faire pour vous. Je vous invite à lire le rapport d'abord, mais surtout à suivre le rapport du conseil scientifique sur l'expérimentation environnementale. Et en fait, ils aboutissent aux mêmes conclusions. Il y aura dans l'affichage environnemental officiel, gouvernemental, une valorisation des productions agroécologiques et notamment biologiques. La manière dont ça va être valorisé n'est pas encore déterminée, mais il est tout à fait acté que les bénéfices environnementaux de ces productions seront valorisés dans le futur affichage environnemental. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez mettre en doute un peu cette argumentation, mais je vous invite donc à lire ce qu'a écrit le conseil scientifique là-dessus. Je pourrais vous envoyer les détails si vous voulez. Je suis désolé, votre intervention n'était pas très agréable, donc je suis obligé de répondre sur le même ton. Donc voilà. Je vous rassure, pas moi. Si je peux me permettre de rebondir sur cette question, vous faites référence du coup en termes de données du coup à la base de données Agribalise, et elle fait la distinction sur certains produits entre le mode de production bio et non bio. Il se trouve que sur certains produits justement, la note du coup donnée par Agribalise est on va dire moins bonne pour le bio que pour le non bio. Comment vous traitez ce genre de situation? Ben, là aussi, à l'encontre de l'idée de donner un bonus. Ouais, là aussi, je vous renvoie aux travaux qui sont menés par l'ADEME là-dessus. En fait, aujourd'hui, on a très peu d'évaluations qui permettent de généraliser une ACV pour le bio, en fait, tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, effectivement, quand vous rapportez au kilogramme produit, l'ACV va donner un bénéfice à l'agriculture conventionnelle, tout simplement pour des questions de rendement. Et donc, quand vous faites une évaluation par hectare, là, les choses changent. Mais effectivement, l'ACV étant basée sur un calcul au kilogramme, automatiquement, elle va bénéficier à toute production qui a un rendement élevé. Bon, ça, on sait que l'agriculture conventionnelle a globalement un des rendements plus élevés que le bio. Mais néanmoins, il y a très peu de produits bio dans Agribalise, et pas suffisamment en tout cas pour pouvoir utiliser ça comme base suffisante. Et une fois de plus, vraiment, je vous renvoie vers les conclusions de l'expérimentation de l'affichage environnemental qui, sur ce point particulier, a conclu sur le fait que l'ACV ne captait pas un certain nombre de bénéfices environnementaux de manière correcte, notamment pour la production biologique. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce rapport. Et d'ailleurs, peut-être que ça aurait été intéressant pour vous d'inviter l'ADEME là-dessus et l'INRAE qui ont travaillé sur ces sujets. Je pense qu'ils pourraient encore mieux répondre à ces questions. Ok, merci. On a une autre question sur les contrôles avec un lien vers un site internet qui propose des œufs bio où ils sont notés en éco-score C. Pardon, j'ai pas compris la question. Alors, en fait, on a... les contrôles, c'est ça? Ouais, les contrôles, oui, c'est ça, exactement.
Alors, écoutez, je vois là, c'est cocotte.com, c'est ça? C'est ça. Bah, écoutez, alors là, pour le coup, vous êtes allé chercher quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Donc ça, c'est un site qui n'est pas passé par l'EcoScore. Donc je ne sais pas répondre à cette question comme ça en direct. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Mais en tout cas, ce site n'est pas du tout affilié à l'EcoScore. On va vérifier si c'est. Est-ce que c'est bien le logo de l'EcoScore qui est dessus? Oui, quand on clique. C'est moi qui ai envoyé la question. On voit bien C, comme vous avez évoqué que c'était B, j'ai tapé en même temps que vous parliez. Et Ouais. quand on clique sur le logo, qui ressemble plutôt à un Nutri-Score, il y a bien écrit EcoScore. D'accord. EcoScore avec un numéro, une note C qui est moins disante que ce qui est évoqué. C'est pour ça que je me suis permis de faire une question à ce sujet. Alors, vous avez raison. Alors, je viens de regarder. Oui, ça n'a rien à voir avec nous et c'est pas l'EcoScore. C'est pas notre EcoScore. Donc, ça, c'est quelque chose. Je ne connaissais pas ce site, mais c'est pas du tout notre EcoScore en tout cas. Bon. Ça se présente de la même manière en tous les cas. Oui, alors vous verrez hein, l'affichage de A à E qui ressemble au Nutri-Score. Il y en a malheureusement à foison. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup de sites ont pu reprendre, mais c'est pas le nôtre en tout cas. Donc ce n'est pas protégé à ce jour. Alors le logo de l'EcoScore est protégé. On n'a pas le droit d'utiliser le logo de l'EcoScore et la marque de l'EcoScore est protégée également normalement. Donc ce site, à mon avis, aura des problèmes à un moment donné. Je pense qu'il est passé sous les radars. Okay. Merci de l'information en tout cas. Ce n'était pas mon objectif de remonter une malversation, désolé. Pas de souci. Si demain le ministère retient un autre système d'affichage, que deviendra votre EcoScore? Alors écoutez, on verra. Pour l'instant, on attend de voir comment va évoluer l'EcoScore officiel, mais évidemment, on se conformera à l'affichage officiel. Et donc l'EcoScore, en tout cas en France, s'adaptera à l'affichage officiel et sera conforme à la méthodologie qui sera adoptée. Ok, merci. François, tu voulais poser une question? Oui, j'ai plusieurs remarques. Bon, déjà, j'étais à peu près du même avis que Paul Faburel sur la remarque sur le bio. En fait, je pense que ce qui nous a fait tiquer, c'est le fait de subjectiver un score qui paraît objectif, en fait, en donnant un bonus sur des choses où l'état de l'art n'est pas encore tout à fait fini. Ça paraît donner un peu une orientation. Moi, personnellement, ça me gêne parce que, bon, on pourrait penser, enfin, si c'est subjectivé, mais que c'est pas explicité, on peut penser qu'il y a, bon, il n'est pas complètement, je dirais pas franc, mais pour moi, il y a un petit chose qui est gênant, quelque chose qui est gênant. Je me pose la question aussi sur le local. Est-ce que c'est un peu la même réflexion sur le local? Est-ce qu'il y a des, puisque bon, on sait l'intérêt environnemental. Je ne veux pas viser un produit en particulier, hein, mais c'est vraiment un exemple d'une pomme de contre-saison qui vient du Chili ou d'une pomme qui a passé un bout de temps au frigo. C'est questionnable. Sur le principe des origines, je vais être aussi un petit peu pareil, c'est qu'on donne des malus sur des origines qui ont par exemple, j'imagine que c'est par exemple au niveau des règlements pesticides qui sont peut-être moins bien disantes que la France, et ça il existe, mais c'est pas parce que les produits viennent de ces origines que les producteurs ont utilisé ces pesticides, parce qu'ils doivent aussi respecter les LMR au niveau européen, donc des fois ça arrive souvent qu'ils s'abstiennent d'utiliser des pesticides qui sont autorisés chez eux. Et sur le transport, il y a aussi un petit peu la même question sur le fait que ça soit doublement pris en compte à la fois, parce qu'il y a quand même une dimension transport qui est bien prise en compte au niveau de l'ACV d'Agribalise pour les fruits exotiques qui ne sont pas produits en France. Et donc, il y a aussi cette question dans le fait que l'origine soit doublement prise en compte. Et en fait,
plus généralement, je pense que cet éco-score, il est très intéressant pour les produits transformés, mais sur les fruits et légumes, il est peut-être moins faisable parce qu'il va être en fait beaucoup plus, si on peut dire, les petites altérités de différence de filière au niveau des fruits et légumes, elles vont beaucoup plus apparaître, alors que sur des produits transformés, peut-être qu'elles vont être un peu plus diluées, justement dans le fait qu'il y a plusieurs ingrédients. Et un dernier petit point aussi sur l'emballage, comment l'afficher, le Nutri-Score, sachant qu'on a de moins en moins d'emballage de façon contrainte ou volontaire. C'était bon, j'ai un peu de clic. Bon, je vais essayer de résumer pour essayer de vous répondre. Alors, merci pour toutes ces remarques qui sont toutes tout à fait pertinentes et on est conscient en fait de ces questions-là. Pour vous répondre, en fait, si on prend chaque sujet en soi, il y a toujours des choses, on va dire, qu'on aurait pu faire différemment ou améliorer. Mais quand on a développé la méthodologie de l'éco-score, on a essayé de faire un ensemble cohérent. Et donc, en fait, on a été obligé de faire quelque part une approche qui réponde en même temps à plusieurs enjeux. Je m'explique. L'enjeu de faisabilité était pour nous primordial. Il fallait donc absolument que ce ne soit pas une usine à gaz comme l'est l'ACV. Vous le savez, faire une ACV, c'est sur un produit, ça peut coûter 20 000 euros, 30 000 euros. Et en plus, on est sur une production très spécifique d'un lieu, d'une exploitation. Et dans une autre exploitation, vous allez avoir des données complètement différentes. Donc, il fallait qu'on sorte de ce problème-là. Et donc, le choix était de dire, on va s'appuyer quand même sur les ACV qui permettent, l'ACV, elle ne permet pas de différencier deux pommes. Sinon, il faudrait faire deux ACV. Par contre, l'ACV permet de différencier, de manière générale, une pomme, des céréales, un steak et une pizza, pour faire simple. Et donc, elle permet de différencier des grandes catégories de produits et de dire leurs impacts relatifs entre elles. Donc, on utilise l'ACV pour ça. Mais pour cela, on est obligé d'utiliser des valeurs moyennes, génériques. Donc, c'est exactement ce que fait Agribalise. Et donc, on va repartir d'Agribalise. Sauf que, effectivement, dès lors qu'on fait ça, on arrive à différencier effectivement un steak et une pomme. Par contre, dès qu'on veut comparer deux steaks ou deux pizzas ou deux pommes, il nous faut des éléments différenciants. Et c'est là qu'intervient le système du bonus-malus. Donc, le système de bonus-malus ne vient pas quelque part vraiment, il est d'une autre nature en fait que l'ACV. C'est vraiment deux aspects. L'ACV d'une part a sa robustesse scientifique, mais aussi ses faiblesses, parce qu'il manque des choses quand même dans l'ACV pour valoriser un certain nombre de bénéfices environnementaux. On sait que la biodiversité est mal valorisée dans les ACV. Et donc le système de bonus-malus vient d'une certaine manière apporter des réponses supplémentaires qui ne sont pas de même nature. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. Et donc on ne dit pas que les bonus-malus sont des ACV, pas du tout. Et on reconnaît volontiers qu'aujourd'hui, on n'a pas de meilleure manière de faire. Enfin, vous le verrez peut-être tout à l'heure avec le Planet Score, s'il y a d'autres méthodologies. Le conseil scientifique également, qui a planché sur ces sujets, dit qu'aujourd'hui, pour faire un affichage à grande échelle, il faut utiliser des valeurs génériques, mais qui peuvent être un peu remaniées. Et donc, c'est comme ça. Nous, on a choisi le système du bonus-malus, mais il pourrait y avoir d'autres systèmes. Pour répondre à vos remarques sur les emballages et les transports, sur la partie transport, en fait, le bonus-malus, effectivement, ne vient pas double compter, puisque, en fait, votre pomme, au départ, son ACV, c'est la même, qu'elle vienne du Chili ou qu'elle vienne de France, elle a la même valeur ACV au départ. Donc, le bonus transport vient juste différencier les deux entre elles. Donc, ça crée quelque chose de relatif entre les deux, mais ne vient pas corriger l'ACV, c'est pas ça l'idée. Et sur l'emballage, c'est pareil dans Agribalise, c'est un emballage générique qui est utilisé. Et donc, pour différencier deux emballages qui sont différents, c'est le système pour le coup, pour les emballages, c'est des malus qui vient jouer. L'idée est vraiment d'apporter quelque chose qui permette de donner des signaux par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes de la société, par rapport aux besoins d'évolution de notre alimentation.
Et c'est ce que je disais en conclusion. En fait, globalement, ce système et l'équilibre qu'on a trouvé nous, mais peut-être qu'il peut être amélioré, bien sûr, et on espère qu'il sera amélioré, mais l'équilibre qu'on a trouvé permet de donner ces grands signaux qui sont une valorisation plus grande du végétal, une valorisation plus grande des productions agroécologiques. J'entends bien les discussions là-dessus, mais une fois de plus, ça a été validé par le comité scientifique, le conseil scientifique, qui a validé le fait qu'il fallait valoriser un certain nombre de choses de ces productions agroécologiques, que ce soit sur la biodiversité, sur les pesticides, etc. Mais on verra quelle méthode ils utiliseront. Moi, je serai très preneur de s'ils ont une de meilleures idées. On sera très content de les suivre. Et enfin, pour votre remarque sur les fruits et légumes, vous avez raison. Ce système marche beaucoup mieux avec les produits avec plusieurs ingrédients, donc que ce soit transformés ou les plats. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'éco-score n'est pas affiché sur les fruits et légumes. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais on n'affiche pas l'éco-score sur les fruits et légumes bruts. Et donc, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé la meilleure manière de faire une différenciation entre les fruits et légumes. Aujourd'hui, l'ACV va mettre la plupart des fruits et légumes dans le meilleur des paniers, puisqu'ils ont l'impact environnemental le plus faible. Et donc, il faudrait qu'on trouve des choses pour les différencier. Pour l'instant, le système n'est pas encore prêt à ça. Donc, on a choisi de ne pas le faire, tout comme des produits comme les sodas ou les eaux minérales, pour l'instant, ne sont pas scorés avec l'éco-score, un peu pour des raisons similaires. On a préféré pas le faire plutôt que de faire des choses un peu bancales. Voilà j'espère avoir répondu à l'ensemble de votre intervention. Juste, la question sur l'emballage, c'était surtout comment l'afficher si on est en vrac. Ah oui. Oui, tout à fait. Là, il y a plein de manières de faire. Aujourd'hui, l'éco-score n'est pas destiné à être affiché uniquement sur le packaging. Ça peut être sur des étiquettes face aux produits. Ça peut être en ligne, ça peut être sur des applications. Enfin, il y a plein de manières différentes de l'afficher, mais ça vaut pour tous les affichages. En vrai, pour le coup, vous avez besoin d'afficher un certain nombre d'informations sur les produits. L'éco-score est un de plus, mais voilà, c'est le même problème pour les autres, que ce soit les labels, le prix ou le Nutri-Score, typiquement, c'est le même problème. Donc, bon. Ok, merci. Olivier? Oui, merci. Merci pour votre présentation déjà. Et effectivement, qui amène beaucoup de questions, c'est normal parce que, comme vous dites, on a une première question, nous, par rapport aux produits qu'on représente, les fruits et légumes frais, vendus à 65% en vrac, comme le disait François Viguier juste avant. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est concerné, sous quelle manière, etc. Donc, c'est une question de base. On a eu l'occasion de l'exprimer dans le cadre du groupe format d'affichage, notamment sur la restitution de cette information en absence d'emballage. Donc voilà, c'est une première question. C'est vrai qu'on est rarement ciblé. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, les exemples sont souvent d'autres produits que nous. Et en même temps, la loi n'exclut pas les fruits et légumes frais. Donc, on doit effectivement se préparer à cette échéance et savoir comment le retranscrire. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, effectivement, vous l'avez dit justement, si on se base uniquement sur ACV Agribalise, on a regardé un petit peu, globalement, effectivement, on partage le constat que les fruits et légumes frais vendus à l'état brut sont globalement positionnés plutôt vers le A que vers le E. Donc après, en quoi les bonus-malus de la méthodologie EcoScore, si elle venait à s'appliquer fruits et légumes, permettraient parce que de changer. Est-ce que c'est au sein du gradient A qu'on pourrait affiner entre des A+, A++, A-, ou est-ce que ça passerait à d'autres? Vous avez cité quand même des exemples, les E, où on passait de A à C, donc là on change complètement de catégorie, donc ce qui ne serait pas forcément positif pour les fruits et légumes. Et après, pour en revenir à vos bonus, deux questions. Alors effectivement, vous avez parlé d'un bonus bio, je ne reviens pas dessus, je pense qu'on s'est largement exprimé, et agroécologique. Alors est-ce que vous avez, comment vous prenez en compte des démarches type HVE, qui sont assez présentes dans les fruits et légumes frais aussi? Est-ce qu'il y a des bonus là-dessus, des démarches HVE directement, ou des démarches qui sont reconnues dans le cadre de la certification environnementale? Parce que dans les fruits et légumes frais, effectivement, c'est un volume non négligeable. On est une des premières filières derrière le vin impliqué.
et la bio à plus de 10% aussi, donc c'est pas négligeable non plus. Et sur les emballages, donc François Viguier l'a abordé, nous c'est vrai qu'on a une réglementation qui... Alors c'est une question un peu différente, mais qui rejoint la précédente, c'est qu'on a une réglementation qui nous interdit à très court terme les emballages plastiques, mais qui n'intègre pas les caractéristiques de l'aspect recyclable. Je m'exprime, dans la loi AGEC, on demande à partir de janvier 2022 et jusqu'à 2026 de supprimer les emballages plastiques des fruits et légumes, de trouver des solutions alternatives, mais le caractère recyclable n'est pas, et d'ailleurs on l'a souvent regretté, n'est pas pris en compte. Donc effectivement, on peut arriver avec un emballage alternatif non plastique, mais pas forcément recyclable. Donc comment ça s'intègre aussi dans vos méthodologies? Alors, il y a pas mal de choses. Sur les fruits et légumes, vous avez raison. En fait, effectivement, on a fait la simulation et on avait tout en A. Et donc, en fait, les bonus ne servaient à rien puisque, effectivement, pour l'instant, en tout cas, on restait en A. Donc, on n'arrivait pas à différencier. Comme je vous dis, on avait la même chose avec les boissons. Et sur les boissons, en fait, on a résolu le problème en créant une méthodologie différente. En fait, du coup, les boissons, on les traite différemment des aliments solides. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre échelle. Et donc, en fait, on arrive à remettre les boissons sur une échelle. Il n'y a pas de boissons en E, mais voilà, peut-être de A à D. Et du coup, on arrive à les différencier entre eux. Mais ils ont, un peu comme le Nutri-Score d'ailleurs, hein, qui a une méthodologie différente sur les boissons et les aliments. On les traite différemment. Sur les fruits et légumes, pour l'instant, on n'a pas de solution. On n'a pas trouvé, en tout cas, de solution satisfaisante. Et donc, on verra comment le gouvernement va résoudre ce sujet. Et à la limite, on se basera là-dessus, hein, tout simplement. Je préfère nous passer d'être entre A+, et A++, qu'entre A et E. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a... On voit bien que c'est pas de même nature. En fait, une boisson, c'est vraiment différent parce que c'est composé essentiellement d'eau et donc c'est vrai que c'est pas très comparable à des aliments solides par nature. Mais les fruits et légumes, oui, ici, ils sont à comparer avec les autres aliments. Donc, je pense que potentiellement votre idée peut être une idée. Hein. Dans le conseil scientifique, ils ont proposé une note plus une note complémentaire. Donc, la note sur 100, notamment en plus de la lettre, ce qui permet de différencier un peu plus des produits qui vont avoir la même lettre. Bon, ça peut être une piste. Voilà. Sur les emballages, nous, aujourd'hui, on a ce sujet sur les autres produits. Donc, on ne note pas les fruits et légumes, mais sur les autres produits, on a défini toute une liste des emballages. Et donc, il y a des points différents selon chaque type d'emballage, sa recyclabilité, son taux de recyclage effectif, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que le plastique non recyclable est celui qui a le plus gros malus. Mais c'est cohérent aussi avec les politiques, les réglementations actuelles hein, qui visent à aller vers la dévalorisation du plastique non recyclable. Donc voilà, et en gros, un sachet en papier aura une meilleure note qu'un emballage plastique non recyclable. Et sur la liste des labels, alors effectivement, j'ai insisté sur le bio, mais en réalité, on a toute une liste d'autres labels qui obtiennent des bonus. Il y a les labels rouges. Alors, ça concerne plus les viandes, mais c'est les labels rouges. Mais il y a également le label HVE pour l'instant. Mais a priori, de ce que j'ai compris, il concerne très peu de produits pour l'instant. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait des éco-scores avec des labels HVE pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, je veux dire, j'en ai pas vu. Mais en tout cas, il y a un bonus pour le HVE. Et là aussi, on a fait une proposition sur un certain nombre de labels à valoriser, mais là-dessus, on ne veut pas décider nous. Donc, quelque part, on a choisi les labels entre guillemets officiels, ou en tout cas qui sont soutenus officiellement. Et là-dessus, je pense que le gouvernement statuera également sur quels sont les labels à valoriser ou pas. Et donc, on suivra ces recommandations. Voilà. D'ailleurs, il y a également les labels
de commerce équitable sur certains produits qui sont valorisés. Alors c'est sur les produits qui viennent de loin, notamment le café ou le chocolat, pour les pratiques environnementales qui sont reliées à ces labels, par rapport à la déforestation notamment. Alors, HVE est bien un label officiel, et c'est vrai que si Oui, tout à fait. moins parce que c'est numéro 1, secteur numéro 1, c'est le vin, donc qui n'est pas le score, et numéro 2, c'est sur les fruits et légumes frais, en cumulé, et après sera céréales, etc. Donc peut-être que c'est pas effectivement le champ de EcoScore en priorité. Non, mais de toute façon, Merci. il y est. Hein. Il est dans la liste des bonus. Il n'y a pas de. Ok. Il n'y a pas de chance. J'avais On est en coupé train de mon micro. dépasser le temps, non? Oui, ouais, dernière intervention et ensuite on va devoir passer à la suite. Oui, merci. Si je peux me permettre, effectivement, Monsieur De Carnet l'a précisé, il y a plein de démarches collectives qui sont reconnues au niveau de la certification environnementale. C'est une reconnaissance officielle hein, de leur valeur et de leur contenu. Et j'avais une question du coup que j'avais posée sur la conversation suivant le point de vente. Donc Dominique Grasselli m'a répondu en me disant que le point de vente était pris en compte dans Agribalise. Est-ce que du coup le fait que ce soit vendu dans une très grande surface ou dans une proximité, ça peut changer la note? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'impact de l'alimentation jusqu'au consommateur ou est-ce que c'est juste l'agriculture? Et si oui, comment on fait? Parce que c'est le producteur qui conditionne, il ne sait pas forcément si le client est une centrale d'achat ou va être distribué le produit. Alors ça, c'est une question Agribalise. Dans Agribalise, c'est l'ensemble du cycle de vie du produit qui est évalué, donc c'est jusqu'au magasin, effectivement. Et donc il y a la partie distribution qui est évaluée dans Agribalise. Par contre, comme pour le reste, c'est une donnée générique, c'est-à-dire que c'est voilà, un circuit de distribution moyen, et donc ça ne fait aucune différence entre si vous vendez ça sur un marché, dans une épicerie ou dans un hyper. Et aujourd'hui, nous, on ne traite pas non plus cette... Enfin, l'EcoScore ne sait pas faire la différence là-dessus. Donc, nous, on repart de la valeur générique Agribalise, qui reste une valeur moyenne. Et donc, effectivement, il n'y a pas de différence. Mais là, je dirais, si on devait faire une différence, là, ça créerait vraiment des difficultés, parce que ça veut dire qu'il faudrait un affichage différent selon chaque point de vente. Et là, je ne sais pas si opérationnellement... ce serait faisable. Déjà, on a beaucoup de marques qui se posent la question des pays de vente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des éco-scores différents selon qu'ils vendent en France, en Belgique ou en Allemagne. Et donc, c'est déjà une difficulté, surtout s'ils veulent apposer le logo sur le packaging, si c'est le même produit qui est vendu dans différents pays. Là, pour l'instant, l'éco-score est différent selon chaque pays, forcément. Et donc c'est déjà une difficulté assez, non négligeable. Donc sur le point de vente, non, il n'y a pas de prise en compte. Le dernier kilomètre, notamment retour au domicile, peut peser lourd dans l'empreinte environnementale de l'alimentation. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas pris en compte. Et puis en plus, on sait pas autrement que donner des données génériques. On sait pas opérationnellement, on sait pas le savoir quoi. Enfin. Je ne sais pas comment les gens vont venir chercher tel ou tel produit. Merci de votre réponse. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Et puis, on a un peu dépassé le temps. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, pour les réponses aux questions. Et du coup, je vous propose de passer à la présentation suivante. Est-ce que les slides pourront être conservés ou comment vous fonctionnez? Oui, je peux vous les envoyer, oui, tout à fait. Pour envoyer en tout cas voilà, une version diffusable aux participants. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.